Les gens continuent doucement d'arriver. Je vais me permettre de vous parler de quelques petits trucs techniques. J'ai oublié de te demander, Fabien, si tu avais envie de faire ton tutoriel. Ce soir, tu me le diras si tu veux parler aux gens de la façon d'intervenir, d'écrire dans le chat, peut-être de lever la main aussi, ça pourrait être bien apprécié. Donc, tu me diras si tu as envie de le faire. Oui, tu vas le faire, parfait. Donc, en commençant, vous l'avez vu, Fabien m'a devancé ce soir, il n'a pas attendu que je ne le dise pas. Donc, il a partie l'enregistrement de cette soirée. Sachez-le donc, d'emblée, si vous acceptez d'écrire dans le chat ou de poser une question ou d'intervenir par un commentaire, ce sera enregistré. Vous nous autorisez donc à utiliser ce matériel et bien sûr, si jamais on sent qu'on veut faire quelque chose de plus élaboré avec vos commentaires, on sera en contact avec vous, mais d'entrée de jeu, si vous ne voulez pas être enregistré ou que vos commentaires participent des événements du mouvement Habitat, mais sachez que c'est enregistré et on ne peut pas faire de différence pour tout le monde. On y va d'emblée, donc c'est dit. Si vous avez envie, je suis très curieux de savoir qui est là pour la première fois ce soir. Donc, pour un premier test d'utilisation du chat, si vous avez envie d'écrire, est-ce que c'est la première fois pour vous aux réunions, aux rencontres virtuelles du mouvement Habitat? Je me présente, si c'est le cas, je suis François Grisé, je suis le directeur de la création de 1 et 1 Fonds 1000, le fondateur aussi de 1 et 1 Fonds 1000 et du mouvement Habitat. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Je vais laisser la parole à Fabien en attendant aussi que les gens continuent d'arriver, qui va vous présenter. Donc, si vous n'êtes pas encore familier avec le chat ou avec la façon d'intervenir, il va vous faire une petite démonstration de comment utiliser les fonctionnalités de Zoom. Alors, c'est tout à toi, Fabien. Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce soir, pour cette rencontre de pouvoir citoyen. Donc ce soir, je vais être le représentant technique, en fait, qui va s'occuper de la rencontre. Donc je vais juste vous faire un petit tutoriel très rapidement pour rappeler les différentes fonctionnalités de Zoom que vous aurez besoin aujourd'hui. Alors, on passe tout de suite. Donc, comme François vous l'a proposé, on vous invite à réagir en fait pendant toute la présentation du webinaire dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Si vous voulez réagir tout simplement à ce qui se dit pendant la rencontre, n'hésitez pas à l'utiliser. Pour ceux qui ne savent pas comment l'utiliser, ça tombe bien, j'ai un petit tutoriel pour vous. Donc, tout en bas, vous avez un petit bouton discussion ou chat en anglais. Vous pouvez cliquer dessus et en fait, ça fait apparaître une fenêtre sur votre droite qui est comme ceci. Et donc, vous pouvez écrire en bas. Les messages apparaissent en haut. Et petite chose en plus, vous pouvez en fait choisir une personne à qui envoyer un message directement, donc en message privé. C'est la petite flèche bleue. Donc, si vous sélectionnez en fait le petit menu déroulant, vous aurez une liste de noms, et notamment les personnes, les co-animateurs ou animateurs en premier, et notamment si vous avez un problème technique, vous pouvez éventuellement m'envoyer un message directement via ce procédé. Je vais être tout en haut de la liste, donc c'est facile de me trouver. Pendant la rencontre, il y aura un moment de questions-réponses. Pendant tout le reste de la présentation, on vous demandera de garder votre micro sur mute. Mais pendant la période de questions-réponses, ceux qui auront des questions à poser à nos intervenantes, on vous invite à demander la parole. Donc, comment faire ça? C'est très simple.
Vous avez un petit bouton réaction en bas, puis vous voyez, il y a un bouton écrit lever la main ou raise your hand en anglais. Donc, il suffit juste de cliquer sur ce petit bouton, ça vous permet de remonter dans la liste des personnes participants et nous de vous voir qui souhaite participer et donc qui souhaite intervenir. Et à ce moment-là, bah, nous, on vous donnera la parole, c'est-à-dire qu'on choisira, on dira, bon, bah, il y a telle personne qui veut intervenir, allez-y, on vous pose la question, et n'oubliez pas de réactiver votre micro à ce moment-là pour poser votre question aux intervenants. Enfin, si jamais vous voulez poser votre question, ce qui est pratique, c'est de changer votre identifiant parce que interpeller iPad numéro 33, c'est pas forcément le plus sexy, donc on vous invite éventuellement à aussi changer votre nom si vous avez des questions. Ça sera plus simple pour vous sélectionner. Donc pour ça, pour changer le nom, vous allez dans Participants, vous retrouvez votre nom, et puis en cliquant sur la petite flèche, vous avez renommé, ce qui vous permet de changer. Si vous êtes sur iPad, toutes ces fonctionnalités sont retrouvables avec les 3 petits points, donc vous sélectionnez les 3 petits points et vous allez pouvoir retrouver tout ça. Et comme François vous l'a dit, donc on vous rappelle que cette séance est enregistrée, donc que ça soit en vidéo ou sur le chat. Donc voilà. Il y en a qui me demandent comment quitter le chat. Il suffit de recliquer sur la fenêtre chat et puis il va disparaître. Voilà. Et sur ce, François, je te laisse la parole à nouveau. Merci, Fabien. Ah oui, je pensais que mon micro était fermé. Désolé. Non, on t'entend. Je suis très content ce soir. Ça a été un début d'année sur les chapeaux de roue pour 1 et 1 font 1000 et le cycle Vivre Vieux. Certains d'entre vous le savez peut-être. C'est peut-être comme ça qu'on a établi un premier contact avec vous. D'ailleurs, on a présenté au mois de mars 11 représentations de l'intégrale de la version de Tout inclus dans 11 villes du Québec. Ça a été un plaisir d'aller vous présenter le travail de toute notre équipe pour ce théâtre documentaire qui a donc été présenté un peu partout autour de la grande région de Montréal. On s'est rendu jusqu'à Mégantic quand même. Le cycle Vivre Vieux comprend donc des œuvres qui sont la pièce, qui sont d'autres activités performatives comme Imaginarium, Poésis 3, d'autres œuvres qui seront créées cet été et les étés successifs. Mais ce qui regroupe les activités comme l'activité de ce soir, c'est ce qu'on appelle le mouvement Habitat. Et le mouvement Habitat pose une question, et je prends la peine de le faire pour tous ceux, il y a presque 15 personnes qui sont ici pour la première fois, donc pour ceux qui l'ont déjà entendu, aidez-moi si j'oublie des choses, mais je vais y aller de façon très synthétique, ne vous en faites pas. Le mouvement Habitat, donc, pose la question « Comment voulons-nous habiter notre vieillesse ?» C'est important, la notion de verbe actif, parce que pour nous, l'habitat, ce n'est pas seulement un lieu solide, massif, où on vit, mais ce sont toutes sortes d'organisations et d'organismes qui forment les habitats dans lesquels les humains vivent. Et cette question-là, donc, de comment voulons-nous habiter notre vieillesse, s'incarne sous 3 angles qu'on sait maintenant appartenir à quelque chose qui va ensemble, mais qui nous permet de bien séparer les grands axes de cette question-là, qui sont d'abord l'habitat intime, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est en lien avec notre propre vieillissement, notre propre vieillesse, l'habitat bâti, donc le lieu où on habite, où vous êtes ce soir avec nous par la magie des ondes de Zoom, et aussi l'habitat social, donc l'habitat voisinage, quartier, ville. Et ce soir, c'est tout à fait approprié. Vous allez le voir qu'on ait des invités qui viennent nous parler de ces environnements qui sont les villes où on vit. Donc, ça, c'est la question qui est au cœur de notre mouvement et qui se décline sous ces 3 angles. Le mouvement Habitat a commencé ses activités en octobre 2020. Il comporte 4 grandes activités. Les premières activités, celles qui sont le cœur de notre action, parce que notre action, c'est de créer des solutions concrètes qui répondent aux aspirations et aux besoins réels des aînés, aux envies réelles des aînés. Et ce processus-là, nous, on l'a appelé les interforums du mouvement Habitat. C'est ce qu'on vous a présenté en décembre dernier, les 7 et 9 décembre dernier. D'ailleurs, si vous voulez avoir une idée plus claire de ce que c'est, vous pouvez retourner dans notre site web vers les enregistrements de ces soirées du 7 et du 9 décembre dernier. Ça vous permettrait donc d'avoir une idée plus claire de ce que sont les interforums. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir où on est rendu dans le processus, le 14 avril qui vient, donc jeudi qui vient, il y aura une soirée encore à 18h, de 18h à 19h30, où on va vous présenter les gens
qui portent les projets, ceux qui sont dans l'administration ou la cellule qui porte les projets dans les 5 premières régions qu'on a choisies. Donc, c'est un rendez-vous si ça vous intéresse le 14 avril prochain, donc dans 2 jours à 18 heures. L'autre activité du mouvement Habitat, c'est un forum qu'on appelle le Forum national du mouvement Habitat qui va avoir lieu les 16 et 17 mai prochains au Musée national des beaux-arts du Québec. On est très, très content de ce partenariat. On va habiter pendant 2 jours le pavillon, le magnifique pavillon La Sonde du Musée national des beaux-arts. On va recevoir le 16 plusieurs personnes qui vont venir nous présenter des panels. Vous pourrez retrouver de l'information là-dessus très prochainement sur notre site aussi. Et le 17 mai, les gens des 5 interforums dont je vous ai parlé seront regroupés à Québec pour les 2 jours, en fait, mais le 17 mai, ils seront appelés à se rencontrer, à travailler ensemble, à créer des liens encore plus forts, parce que ce sont ces 5 groupes-là qui créent des solutions sur des thèmes et des problématiques qu'ils ont choisis, parce que les interforums, c'est important de le mentionner, sont portés par majoritairement des aînés, mais aussi avec des gens d'autres générations. Donc, on est très content de présenter le premier Forum national du mouvement Habitat les 16 et 17 mai prochains à Québec. La troisième activité qui a été lancée l'année dernière, le 1er octobre 2020, c'était pour marquer la Journée internationale des aînés, donc le 1er octobre. On a fait ce qu'on appelle la marche du mouvement Habitat et cette marche va se reproduire cette année, on l'espère, dans les 5 villes où il y a des interforums en ce moment, mais très certainement dans la ville de Québec, où on va prendre la rue, littéralement. C'est un samedi, 1er octobre. Ça va commencer en matinée. Donc, si vous voulez déjà marquer vos agendas, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà le faire et y participer. Comme je le disais, on espère que ce sera présenté aussi dans les 5 autres villes où il y aura les activités des interforums. Donc, la Grande Marche nationale des aînés du 1er octobre, c'est une façon de prendre la rue, comme je le disais, mais on va sortir dans la rue pour demander de l'attention sur les thèmes et les problématiques que les interforums, donc les citoyens, ont choisis. Et c'est très important pour nous que le mouvement Habitat soit une action, mais soit aussi la voix de ceux qui sont les aînés, de ceux qui s'intéressent à la cause aînée. Et donc, il y aura les thèmes qui ont été choisis par les gens des interforums qui seront les thèmes et les problématiques pour lesquels on demande de l'attention publique, comme je le dis, je l'espère, dans les 5 régions du Québec où on est déjà, mais très certainement dans la ville de Québec. On va vous tenir informé de ça. Et la 4e activité qui a été vraiment la source de toutes les actions, mais aussi le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement, c'est qu'en pleine pandémie, on s'est dit comment est-ce qu'on peut rejoindre les gens, comment est-ce qu'on peut regrouper des gens de partout à travers le Québec au final. Donc, le fait qu'on ne puisse pas être ensemble de façon en présence, mais ça nous a permis de lancer un mouvement provincial de réflexion, d'action, de partage d'informations, d'activités et de participation à des activités de co-idéation et d'intelligence collective qu'on appelle les événements publics qui, elles, ont commencé en octobre 2020. Et ce soir, ce à quoi vous assistez, c'est un de ces événements publics qui est la continuité, l'héritage des événements publics qui ont commencé en octobre 2020. Mais c'est une forme de première parce qu'on a décidé d'ouvrir la tribune qui est habituellement dédiée aux activités du mouvement Habitat et aux activités de 1 et 1 Fonds 1000 à nos partenaires. Et ce soir, c'est la première fois qu'on va recevoir un de ces partenaires. Vous pouvez bien l'imaginer avec des intentions comme les nôtres de se déployer dans toutes les régions du Québec. On a besoin de partenaires qui sont des gens qui créent des liens entre chacune des municipalités, des gens qui créent des liens aussi entre des institutions de savoir, des institutions d'action communautaire, des regroupements de retraités, des regroupements d'aînés de toute nature. La liste de Théophile s'allonge jour après jour. On a près de 90 partenaires potentiels qui s'ajoutent à notre liste. Et ce soir, je vous présente les gens d'Espace Muni. Je vais les laisser présenter leur mission elles-mêmes, mais d'abord, je vais vous les présenter. Donc, on va recevoir ce soir Sarah Vassig, qui est chargée de projet vieillissement actif et famille à Espace Muni. Salut Sarah. Allô, bonjour à tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va.
Ça On va, est très François? content de te recevoir. Oui, oui, ça va très bien. On est très heureux de vous donner une vitrine ce soir pour vos activités puis votre partenariat. Je vous présente aussi la deuxième personne qui va faire la présentation, qui va durer une trentaine de minutes, Sandrine Gadois, qui, elle, est agente au projet Habitation à Espace Muni. Salut, Sandrine. Salut, ça va bien? Oui, oui, ça va très bien. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà prévu dans votre présentation de parler de la mission de Espace Muni, oui? Oui. OK, parfait. Donc, je vais vous laisser la parole très bientôt, Sarah et Sandrine, mais je veux souligner le fait que le premier objectif, et c'est pour ça que vous êtes ici ce soir, entre autres, Sarah et Sandrine, le premier objectif du mouvement Habitat, c'est de faire connaître les solutions, les idées, les outils, les ressources qui existent déjà. Parce que nous, on n'est pas une organisation aînée, nous, on est une organisation de créativité par le médium des arts, mais aussi par le médium de l'innovation sociale et des processus d'innovation sociale. Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas envie de remplacer des choses qui se font déjà. On a vraiment envie de devenir une fenêtre, de devenir une vitrine sur ce qui existe déjà, puis de devenir aussi une vitrine sur des citoyens qui veulent s'engager pour créer d'autres solutions qui répondent aux besoins qui ne sont pas comblés, puis qui répondent aux aspirations qui ne sont pas non plus comblées. Donc, c'est avec une grande joie que Sandrine et Sarah sont ici ce soir pour vous présenter des ressources très concrètes d'habitation qui existent, des ressources, quelques-unes qu'on connaît de façon plus classique, mais des ressources aussi alternatives. Donc, c'est dans le but de remplir cet objectif-là du mouvement Habitat, de vous faire connaître les ressources existantes que Sarah et Sandrine sont là ce soir, entre autres. Elles ont aussi des questions à vous poser un petit peu plus tard. Et en finissant, pour moi, je veux dire que ce soir, c'est un baptême pour nous. C'est la première fois qu'on laisse la tribune être donnée à de nos partenaires. J'ai vu la présentation là, de façon assez rapide, mais quand même, sachez-le, on va avoir accès ce soir à beaucoup d'informations sur plein de ressources que moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à découvrir, à comprendre. Donc, l'expertise de Sarah et Sandrine ce soir, dans la demi-heure que va durer leur présentation, est vraiment, vraiment pertinente pour la réflexion qu'on veut mener. Alors, Sarah, Sandrine, je vous laisse la parole. Merci. Plaisir. Alors, attends, Fabien. Ouais, voilà, merci. On va essayer d'être ludique alors ce soir et d'être pertinent. Tu peux aller à la prochaine slide, Fabien. Donc, en fait, Espace Muni est un organisme qui est issu de la fusion entre deux organismes qui sont le Carrefour Action Municipale et Famille et le Réseau québécois des villes et villages en santé. C'est deux organismes à chacun qui comptabilisent plus de 30 ans d'expérience dans le milieu municipal. Donc, la fusion s'est faite en 2020 et notre mission, c'est vraiment d'inspirer, d'outiller, d'accompagner les municipalités donc, du Québec afin d'améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens dans une perspective de développement social et développement des communautés. On travaille sur différents programmes, donc famille, vieillissement actif, jeunesse, enfance et jeunesse, mais aussi accès inclusif, santé et participation citoyenne. On a notamment, on travaille sur le projet Voisins solidaires et la fête des voisins, notamment, je ne sais pas si vous connaissez cette fête qui a lieu tous les ans, le premier samedi du mois de juin. Excusez-moi. Donc, les objectifs de la présentation, c'est vraiment aujourd'hui de vous sensibiliser, de vous informer sur le vieillissement actif, le concept de vieillissement actif, la démarche municipalité amie des aînés, les différentes formules d'habitation pour personnes aînées qui existent au Québec, et puis le rôle et la capacité d'agir des municipalités par rapport à l'habitation pour personnes aînées, mais aussi vous, en tant que citoyens, citoyennes, vos leviers d'action par rapport à l'habitation. Au niveau du déroulement, rapidement, très rapidement, on passera sur le concept de vieillissement actif, la démarche municipalité amie des aînés, un peu de théorie, mais au moins, ça vous permettra de faire des liens avec votre propre municipalité et de comprendre votre milieu davantage. On va parler d'enjeux de faits saillants, donc de statistiques, où vieillir, donc les modèles d'habitation traditionnels et alternatifs, les rôles des municipalités, les lieux d'action pour les municipalités et pour vous, les citoyens, citoyennes. Enfin, des exemples d'outils intéressants, de vidéos, des capsules intéressantes à visionner.
Et puis, une vidéo rapide sur le film, le documentaire La coop de ma mère, qui est un exemple d'habitation intergénérationnelle, une coop d'habitation intergénérationnelle et interculturelle. Et quelques questions pour lancer la discussion. On aura fait le tour en 30 minutes. On va y aller rondement. Alors, le concept de vieillissement actif. Tu peux aller sur la deuxième slide. Merci. Donc, le concept de vieillissement actif est prôné par l'Organisation mondiale pour la santé et le gouvernement du Québec. Et en fait, il fait référence à trois concepts, donc la participation sociale, la santé et la sécurité. C'est vraiment trois éléments qui sont interdépendants et pour avoir un vieillissement actif optimal, il faut que ces trois éléments soient équilibrés. Quand on parle de participation sociale, ici, on parle vraiment de participation au niveau de la sphère sociétale, publique, mais aussi privée. Donc, que ce soit au niveau de la famille, créer des liens avec un réseau d'amis. En termes de santé, c'est la santé individuelle, donc notre propre responsabilité à rester en santé, mais aussi d'un point de vue sociétal, la société qui doit assurer les services socio-sanitaires adéquats, adaptés, abordables pour favoriser la santé des individus et des personnes aînées, entre autres. Et enfin, en termes de sécurité, on parle de sécurité d'environnement, de cadre bâti, mais on parle aussi de sécurité dans la sphère privée. Donc, on va parler de maltraitance, d'agisme, etc. Donc, comme je vous disais, ces trois éléments, en fait, sont très importants et elles s'expriment dans 9 champs d'action que je vais vous présenter tantôt, qui sont importants pour le fonctionnement d'une personne aînée dans sa vie de tous les jours, mais aussi pour qu'elle puisse se connecter à des réseaux de relations, et puis aussi pratiquer des activités, participer à des activités dont elle a envie et dont elle a les capacités de suivre. Prochaine. Donc, la démarche municipalité Amis des aînés, tu peux y aller aussi, Fabien, la prochaine. En fait, de ce concept de vieillissement actif, une des applications, c'est le programme démarche municipalité Amis des aînés. Donc, au Québec, ça existe, c'est un mouvement mondial qui existe dans plusieurs pays. Mais alors, au Québec, il faut que vous sachiez, c'est vraiment unique, parce que c'est systématisé par le gouvernement depuis 10 ans. Les municipalités reçoivent des subventions pour pouvoir mettre en place cette démarche. Et ce qui n'a pas... C'est unique, parce qu'au Canada, il y a des villes qui sont MADA, qui sont municipalités Amis des aînés, mais qui n'ont pas forcément... les gouvernements n'ont pas forcément mis en place le même type de démarche que nous, on a mis au Québec. Donc, l'idée, c'est vraiment pour une municipalité d'élaborer et de mettre en œuvre une politique et un plan d'action en faveur des personnes aînées. L'objectif est vraiment de favoriser la participation des personnes aînées, de favoriser la concertation et la mobilisation de toute la communauté afin de mieux adapter les milieux de vie aux besoins des personnes aînées, de permettre aussi aux personnes aînées de vieillir tout en restant actives dans leur communauté. Et enfin, donc, c'est une façon d'adapter les politiques, les structures, les services municipaux pour les personnes aînées. Bref, en fait, l'idée, c'est vraiment de contribuer au développement d'un environnement favorable au vieillissement actif des personnes aînées et en intégrant de pensée agir aînée dans la culture de la municipalité. Donc, c'est vraiment, quand on parle de pensée agir aînée, c'est une vision d'intégrer les aînés déjà dans la sphère publique, c'est-à-dire de les consulter, de prendre leur point de vue sur les actions à mettre en place, aller connaître leurs besoins, mais c'est aussi de réfléchir à une municipalité qui garantit la qualité de vie et le vieillissement en santé. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une MADA, quand vous y pensez, c'est bon pour tout le monde, en fait. Je veux dire, quand on a une joke à Espace Mini, on parle de la poussette à la marchette, en fait. C'est-à-dire que ce qui est bon pour une personne en déambulateur sera aussi bon pour une maman avec sa poussette. Un trottoir qui favorise une marchette, l'accès à une marchette favorisera l'accès à une poussette. Donc, il faut penser, une MADA va aussi
être un bienfait pour le reste de toute la population. Tu peux aller à la prochaine. Donc, comme je vous disais, tout à l'heure, je parlais de 9 champs d'action. Donc, on parle, oui, c'est écrit en petit, hein, mais vous aurez accès à la présentation, vous aurez un peu plus, vous aurez le temps de la lire. Donc, une MADA travaille sur 9 champs d'action. On parle ici d'espace extérieur et bâtiments, sécurité, santé et services sociaux, communication et information, respect et inclusion sociale, loisirs, participation sociale, transport, mobilité et habitat et milieu de vie. Donc, c'est fait vraiment dans une politique, dans un plan d'action. Les municipalités vont pas forcément prendre des mesures pour chacune de ces pétales, mais par contre vont consulter les personnes aînées sur leurs besoins par rapport à ces différents champs d'action. Comme je vous disais, au Québec, c'est vraiment exceptionnel. Il y a à peu près un petit peu plus de 1000 municipalités au Québec et on compte aujourd'hui 967 municipalités MRC qui sont MADA. Donc, statistiquement, vous vivez dans une municipalité amie des aînés, peut-être sans le savoir. C'est la prochaine, mais je pense que c'est à toi, Sandrine, c'est sur les faits saillants. Excusez-moi, j'ai eu un petit enjeu avec le son. Donc, oui, c'est moi qui vais présenter, je vais présenter quelques faits saillants au sujet de l'habitation puis les personnes aînées avant de vous présenter les modèles d'habitation. Donc, probablement, comme vous le savez déjà, le Québec assiste à un accroissement de sa population vieillissante depuis les dernières années. Et d'ailleurs, selon Statistique Canada, il est prévu qu'en 2030, un Québécois sur 4 sera âgé de 65 ans et plus. Donc, ça donne un état de la situation dans laquelle le Québec se trouve et se trouvera. Si on regarde plus des données au niveau de l'habitation des personnes aînées, au Québec, lorsqu'il vient le temps pour une personne aînée de quitter son domicile privé, c'est-à-dire son appartement ou sa maison privée, l'option qui semble être le plus souvent choisie est d'aller vivre en résidence privée, c'est-à-dire en RPA, comme on peut le voir avec la donnée qui est présentée ici par le ministère de la Famille en deuxième point, c'est qu'au Québec, environ 30 des personnes âgées de 85 ans et plus habitent dans une résidence privée pour personnes aînées, c'est-à-dire une RPA. Et afin de pallier à cette hausse de demande pour ce type d'habitation, on prévoit qu'on devra construire environ 60 000 nouvelles unités durant les 10 prochaines années afin de maintenir cette demande qui est constamment à la hausse. Cependant, plus au sujet du dernier point, je dois préciser que pour toutes les tranches d'âge chez les personnes aînées au Québec, selon les données du ministère de la Famille, on remarque que les gens ont tendance à vouloir rester à leur domicile privé le plus longtemps possible. Et lorsque le maintien à domicile n'est plus possible, les gens se dirigent en majorité vers les RPA, les résidences privées. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Si on regarde plus les données au niveau économique reliées à l'habitation et les personnes aînées, comme on le sait, probablement vous le savez déjà, les aînés consacrent de plus en plus une grande part de leurs revenus pour se loger. Et comme on peut le voir ici, près d'une personne sur deux âgée de 75 ans et plus consacre au moins 30 de leurs revenus lorsqu'ils sont locataires, ce qui représente beaucoup pour une personne à la retraite. Et plus au niveau des prix, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le prix moyen des logements dans les résidences privées de 90 unités, c'est-à-dire les RPA de grande taille, le prix moyen est de 1 568 $ par mois. Et pour ce qui est des résidences de plus petite taille, des RPA de plus petite taille de 10 à 89 unités, le prix moyen est de 1 273 $ par mois. Je dois préciser que ces données datent de 2014, donc on peut facilement s'imaginer que les prix ont augmenté depuis. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle ce qu'on entend beaucoup dans les médias au sujet des petites RPA de petite taille, c'est-à-dire des RPA de moins de 50 unités, font face à un phénomène
fermeture. On voit de plus en plus de RPA de petite taille qui ferment, et surtout par rapport aux RPA qui donnent beaucoup de soins et de services, on voit encore plus ce phénomène-là arriver. Donc, on fait face à un enjeu, là, étant donné le fait que les gens se dirigent de plus en plus vers les RPA, mais qu'il y a un phénomène de fermeture. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, ici, on a les modèles d'habitation traditionnels. Je vais passer rapidement, brièvement sur ces modèles-là pour passer plus de temps sur les alternatives d'habitation. En premier lieu, on a les CHSLD, qui sont des centres d'hébergement qui offrent de façon permanente ou temporaire des soins et des services aux personnes en perte d'autonomie qui ne peuvent plus vivre, qui sont plus en mesure de vivre dans leur milieu naturel. Et les coûts associés à vivre dans les CHSLD sont assez élevés, comme on le connaît tous, mais les résidents ont accès à une aide du gouvernement, à une aide du secteur public pour pouvoir y vivre. Ensuite, en deuxième lieu, il y a les fameuses RPA, les résidences privées pour aînés, qui sont des immeubles d'appartements qui offrent des soins et des services aux personnes qui sont autonomes jusqu'à perte d'autonomie sévère selon l'habitation. Et comme on le sait, les coûts peuvent être assez élevés selon les soins offerts. C'est certain que ça peut aller jouer là-dedans. Ensuite, en troisième lieu, on a les ressources de type familial et les ressources intermédiaires, qui sont des hébergements gérés par le secteur privé, mais qui sont affiliés à un établissement de santé public comme un CLSC, par exemple, afin que des employés de ce CLSC-là puissent aller offrir des soins aux résidents. Et ces types d'habitation s'adressent habituellement à des personnes en perte d'autonomie moyenne à sévère. Donc, en quatrième, on a les coopératives d'habitation qui regroupent généralement des personnes qui sont locataires de leur appartement, mais collectivement propriétaires de leur immeuble. Ce type d'habitation s'adresse généralement à des personnes autonomes et ou en légère perte d'autonomie, étant donné qu'on peut recevoir des soins et des services de l'externe du CLSC, par exemple. Et pas finalement, mais en cinquième, on a l'habitation communautaire, c'est-à-dire des OSBL d'habitation, qui, ce type d'habitation, offre un type d'habitation qui est comme collectif. C'est vraiment comme un peu un RPA, c'est un immeuble appartement qui, par exemple, est géré souvent par un milieu communautaire qui a une mission sociale, c'est-à-dire dont la finalité n'est pas de faire du profit. Ce type d'habitation s'adresse généralement, pardonnez-moi, à des clientèles autonomes ou en légère perte d'autonomie. Et finalement, on a les HLM qui sont des habitations qui ne sont pas nécessairement dédiées aux personnes aînées exclusivement, mais en grande majorité sont habitées par des personnes âgées de 65 ans et plus. Et ce sont des hébergements publics qui s'adressent à des ménages à faible revenu, étant donné qu'ils permettent de payer seulement 25 de son revenu. On peut passer à la prochaine. Donc, pour la première alternative d'habitation pour personnes aînées, il y a l'habitation intergénérationnelle qui prend la forme d'une maison, comme on peut le voir ici. Là, j'ai vraiment utilisé cette image-là pour représenter que ce sont deux appartements qui sont associés dans la même maison. Il faut vraiment qu'il y ait un aire commune qui les associe, mais ça peut aussi prendre la forme d'une maison unifamiliale régulière, donc qu'on ne voit pas nécessairement de l'extérieur qu'il y a deux appartements, mais c'était vraiment pour vous présenter une image concrète. On peut passer à la prochaine diapo. Oups. Je pense que... ouais. Oh, il y a peut-être un petit...
Je vais Oh, continuer. je m'excuse, j'ai un problème de mon côté. Je vais les ajouter dans pas très long. Si tu te Sinon, je rappelles, peux c'était quoi continuer. Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. je vais la remettre, celle qui manque. OK. Ben, pendant que je discute, je vais continuer. Dans le fond, une habitation intergénérationnelle est constituée de minimum 2 générations ou de 3 générations qui sont. Et la maison doit être conçue de façon à ce que chacune des générations ait son propre espace de vie. Donc, sa toilette privée, sa cuisine, etc., ses pièces privées, mais il peut y avoir des aires communes qui sont reliées ensemble. Il y a plusieurs avantages à vivre dans une habitation intergénérationnelle. Euh, Elle donne la possibilité aux personnes aînées de rester dans leur milieu le plus longtemps possible. Comme on l'a mentionné tantôt, certaines personnes, des fois, doivent quitter leur milieu de vie pour devoir aller vivre en RPA. Mais ce type d'habitation-là, étant donné la proximité d'un proche aidant, par exemple, peut donner la possibilité aux personnes de rester dans leur milieu beaucoup plus longtemps. Et étant donné cette proximité-là avec des proches, elle brise l'isolement des aînés. Et aussi, oh, La voilà. non, c'est pas la bonne, mais c'est pas grave. C'est pas celle-là qui est après? Non, c'est Ah, un peu bon, avant. Faut que tu remontes un excuse-moi. petit peu plus. Ah, ok, Mais c'est correct. on va revenir alors. Ouais. Fait Excuse-moi. que ça serait juste après elle, ouais. Puis, Vas-y, c'est bon. non, c'est correct. Donc, comme je disais, les personnes qui vivent en milieu ruraux, ça peut être vraiment une option qui peut être intéressante, étant donné que certaines personnes qui vivent en milieu rural ou ruraux, pardonnez-moi, doivent parfois quitter leur maison pour devoir aller dans une résidence privée pour avoir des services. Mais avec ce type d'adaptation-là, encore une fois, on peut rester plus longtemps. Et en plus de tout ça, elle permet de partager les coûts associés au logement et l'achat d'appareils coûteux comme des appareils d'électroménager, par exemple, laveuse-sécheuse. Donc, on peut, je ne sais pas si là, est-ce que tu es capable de retrouver la prochaine? Je suis rendue à Cohabitat. Ouais, on va y arriver. Ah, OK, Hop, ouais, t'es là. je vais remonter Parfait. en Ah, fait. tu étais correct. C'est bon? Oui, c'est On parfait, y là. est. Excusez, hein? C'est correct. Merci. Donc, ici, on a le cohabitat, que là, c'est vraiment une image pour qu'on voit là, un petit peu de quoi à quoi ça pourrait ressembler. Ah, excusez-moi. Fabien, est-ce que tu peux revenir à la diapo juste avant que je poursuive avec le cohabitat? J'avais des exemples concrets de municipalités euh, qui ont fait des modifications au niveau de leur réglementation afin d'autoriser l'habitation intergénérationnelle. Excusez-moi, j'ai été un petit peu mélangée. Je voulais revenir, par exemple, sur ces exemples-là rapidement. Il y a la municipalité de Blainville qui est parmi les premières villes au Québec à avoir autorisé l'habitat, d'aménager un espace intergénérationnel dans sa maison unifamiliale. Dans le fond, ils ont allégé leur réglementation au niveau du zonage pour autoriser ce type d'habitation-là. Et aussi la ville de Terrebonne qui a modifié sa réglementation il y a plusieurs années afin d'autoriser la construction de maisons intergénérationnelles. Cependant, on demande à ce que les maisons soient d'apparence de maisons unifamiliales régulières, comme je vous disais tantôt, qu'on ne voit pas de l'extérieur qu'il y a 2 appartements dans la même maison. Donc là, on peut passer au cohabitat. Donc ici, le cohabitat, c'est vraiment une image pour vous donner une idée, mais c'est un type d'habitation qui est très peu connu au Québec encore. Ce sont des habitations qui sont constituées de plusieurs appartements privés qui s'adressent à tout le monde, aux familles ainsi qu'aux aînés. Et c'est pourquoi ce type d'habitation-là s'inscrit dans une démarche intergénérationnelle. On peut passer à la prochaine. Oui, donc le cohabitat, ce sont des logements privés qui sont réduits au strict minimum en termes d'espace ou d'aménagement. Il n'y a pas rien de nécessairement luxueux dans le but de maximiser les espaces communs parce que souvent, par exemple, au rez-de-chaussée, on va faire des salles d'informatique avec plusieurs ordinateurs. On peut retrouver des salles d'atelier pour
des cours ou des loisirs qui pourraient être offerts. Ou sinon, même, on offre des chambres supplémentaires qui sont disponibles, qui sont à la disposition de tous pour, par exemple, quelqu'un qui aurait un petit appartement mais qui voudrait recevoir quelqu'un. C'est vraiment dans le but de maximiser l'espace pour les appartements qu'on fait ça. Et étant donné la proximité que ce type d'habitation-là donne, on peut voir un renversement de la notion de communauté et une réduction de l'isolement chez les personnes aînées. Aussi, les projets de cohabitation sont composés de propriétés dont le coût est généralement en dessous du marché actuel. Je dois préciser que dans ce que j'ai lu au sujet des cas du cohabitat, on demande à ce que les gens soient propriétaires. Ils peuvent être locataires, mais on demande à ce qu'éventuellement les gens deviennent propriétaires de leur appartement, dans le but vraiment de créer une communauté qui appartienne à leur cohabitat. On peut passer à la prochaine pour des exemples de cohabitat qui sont, comme j'ai dit, très peu connus pour l'instant au Québec, mais on voit qu'il y a un certain intérêt de plus en plus. Il y a le village urbain, ça c'est un organisme communautaire qui porte le projet de village. Ouais, pardonnez-moi. Il y a un organisme communautaire qui porte le projet qui s'appelle le village urbain, qui sera situé à Montréal dans l'arrondissement de Lachine. Comme je dis, il est pas, en ce moment, il n'est pas existant, il n'est pas construit, mais il est en processus de développement. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller lire là-dessus sur Village urbain Cohabitat, vous pouvez trouver. Sinon, le seul et unique cohabitat qui existe au Québec actuellement est porté par l'organisme comme Cohabitat Québec et est situé dans la ville de Québec, dans le quartier de Saint-Sacrement. Il possède 42 unités. On peut passer à la prochaine. Donc ici, comme troisième alternative d'habitation, en dernier lieu pour ma présentation, ce sont les unités d'habitation accessoires, les UHA, comme on les appelle. Elles peuvent prendre plusieurs formes, qu'on peut le voir dans l'image juste ici. La première, c'est vraiment comme un appartement dans la maison unifamiliale, soit au sous-sol, dans le même étage, mais qui ne paraît pas nécessairement de l'extérieur. C'est vraiment comme, on va l'appeler le logement accessoire, une unité d'habitation qui serait vraiment intégrée dans la maison unifamiliale. Ensuite, la deuxième forme qu'une UHA peut prendre, ce sont ça serait vraiment un annexe, comme je ne sais pas si on voit bien l'image, peut-être un petit peu floue, mais c'est vraiment une annexe qui serait collée à la maison unifamiliale. Donc, on ajoute un aménage, un annexe à la maison. Et aussi, on a la troisième forme qui peut prendre la forme d'une mini-maison dans sa cour. C'est vraiment situé sur le terrain de la maison unifamiliale existante. Aussi, là, il n'y a pas d'image pour le présenter, mais ça peut prendre la forme d'un garage transformé en appartement. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Parmi les nombreux avantages qu'offre le fait de vivre en unité d'habitation accessoire, il y a le fait de permettre d'accueillir un proche ou un ami tout en préservant son intimité, étant donné le fait qu'on a chacun son espace de vie. Et aussi le fait que ça offre la possibilité, encore une fois, comme dans la maison intergénérationnelle, le fait de demeurer dans son milieu le plus longtemps possible et aussi permet un autre avantage intéressant, pas seulement pour les aînés, mais pour les jeunes familles, ça peut permettre un accès à la propriété à moindre coût, surtout avec le marché actuel, comme on en entend beaucoup parler. Et en plus, elles sont une solution au maintien à domicile des personnes aînées et plus particulièrement si l'unité d'habitation accessoire est construite de façon à ce qu'elle soit accessible aux personnes à mobilité réduite, comme vraiment au niveau du sol. Donc, voilà. Là, pas voilà. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. Oui, voilà les exemples du achat. Donc, c'est un concept aussi qui est très peu connu au Québec. Oups, ouais.
Oui, c'est ça. C'est un concept d'habitation qui est très peu connu au Québec encore. On l'autorise très peu, étant donné qu'il y a des enjeux au niveau du zonage, souvent au niveau des municipalités, mais on voit qu'il y a un intérêt qui s'ouvre de plus en plus parce qu'il y a des villes très connues comme Toronto et Vancouver qui autorisent depuis quelques années l'aménagement d'unités d'habitation accessoires sur leur territoire. Et au Québec, plus précisément, il y a la municipalité de Sainte-Catherine en Montérégie qui autorise l'aménagement de différentes formes d'UHA sur son territoire depuis tout récemment. Et dans le fond, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu des modifications au niveau des règlements municipaux et au niveau du zonage pour autoriser ce type d'habitation. Donc, voilà ce qui conclut ma présentation sur les modèles d'habitation. J'espère que vous n'avez pas trop été déstabilisés comme moi. J'espère que ça n'a pas trop paru. Je vais laisser la parole à ma collègue Sarah pour le rôle et les leviers des municipalités. Merci. Fabien me faisait dire qu'il restait 5 minutes. François, Théophile, est-ce que vous nous autorisez à déborder? On va vraiment faire ça rapidement, mais si on déborde 1 ou 2 minutes, c'est correct? Super, merci beaucoup. OK, donc une municipalité a mis des aînés, donc a des prérogatives, a des responsabilités, donc comme je vous dis dans les 9 champs d'action. Et donc en termes d'habitation, elle devra assurer la disponibilité de divers types d'habitation et donc pour la diversité des personnes aînées. Donc comme on a montré différents exemples. Pour justement favoriser le fait de rester à domicile. Donc, c'est ça, les municipalités doivent favoriser la disponibilité de différents types d'habitations abordables et qui correspondent aux besoins des personnes aînées. Elle devra aussi s'assurer que les habitations restent sécuritaires et adaptées donc au vieillissement, donc avec notamment des programmes pour adapter les habitations selon la perte d'autonomie d'une personne. En dehors de l'habitation, elle doit aussi s'assurer qu'il y ait un milieu de vie favorable en fait autour de l'habitation pour la personne aînée. Donc en termes de services de proximité, en termes de transport, de participation sociale, il faudra que la municipalité s'assure de favoriser des environnements favorables en fait, pour que la personne puisse rester chez soi. Je prends juste l'exemple imaginez qu'on construise une habitation pour aînés en périphérie, sans accès à des services de proximité ou bien un passage une fois aux 2 heures d'un bus. C'est quelque chose d'impensable en fait. Oui, le bâtiment est peut-être très beau, très adapté, mais en fait, comme je vous disais, un vieillissement actif, ça passe par santé, sécurité, mais aussi participation sociale. Donc, s'il n'y a aucune corrélation avec le milieu de vie et favoriser justement la proximité avec le reste de la société, c'est juste inutile. Donc, et puis, le dernier mandat des municipalités amies des aînés, c'est vraiment de s'assurer qu'il y ait un support, un soutien en termes de services de santé, de soutien à domicile. Donc, les municipalités soutiendront par exemple les organismes communautaires ou les ESSAD qui offrent du soutien à domicile aux personnes aînées, donc pour qu'elles restent plus longtemps chez elles. On peut passer à leur diapo. Donc, en termes de rôle, évidemment, à travers ces quatre grands axes, les municipalités vont soit jouer un rôle de leader, donc de porteur de dossier, soit d'ambassadrice, soit de collaboratrice, soit de partenaire. Mais c'est sûr qu'elles prendront selon les enjeux, prendront différents rôles.
En termes de maintien à domicile, comme je vous disais, elles peuvent faire la promotion des différents programmes en habitation et des crédits d'impôt offerts aux personnes aînées. Elles peuvent soutenir des projets d'entretien extérieur, tonte de gazon, déneigement, de menus travaux qui sont réalisés par des centres des jeunes pour emploi, les CJE. En termes d'assurer une offre de logement adaptée pour les personnes aînées sur leur territoire, elles peuvent informer les promoteurs immobiliers sur les besoins et les enjeux de leur population aînée, mais elles peuvent mettre en place des programmes pour favoriser la construction de maisons intergénérationnelles, comme Sandrine l'a dit. En termes de levier, prochaine diapo, prochaine. En fait, on est d'accord que le financement demeure en fait le point névralgique pour toute habitation, pour tout projet d'habitation. Donc, il existe des investissements gouvernementaux, donc avec l'aide provinciale de la Société d'habitation du Québec ou les aides fédérales de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Mais ça demeure limité et c'est quand même un des enjeux qui est nommé par l'Union des municipalités du Québec et les municipalités en général, que les municipalités restent le gouvernement de proximité qui est le plus proche des besoins de leur population, donc qui serait à même de pouvoir satisfaire et répondre aux enjeux, mais qu'ils restent très limités par les programmes actuels donc, très limités financièrement. Donc, les municipalités vont s'appuyer sur des partenaires communautaires, notamment les groupes de ressources techniques, les GRT, si vous les connaissez, ils sont partout au Québec et c'est vraiment des groupes qui accompagnent des projets d'habitation communautaire, sociale et abordable. Les fédérations régionales de coopératives d'habitation et OSBL d'habitation aussi, qui sont un partenaire très intéressant et qui en fait, si c'est quelque chose, si ce sont des projets qui vous intéressent, je vous invite vraiment à les contacter. On pourra vous donner la liste des contacts dans chaque région. Ils sont justement à l'écoute des besoins des personnes aînées et pourront vous guider sur le type de projet qui vous intéresse. Moi, évidemment, d'autres partenaires, les promoteurs privés, mais donc, et les citoyens et citoyennes qui restent un des partenaires clés, en fait, de l'habitation pour les municipalités, parce que, notamment dans Municipalité Amis des aînés, une des prérogatives, c'est de consulter les citoyens, les citoyennes par rapport à leurs besoins, par rapport aux enjeux qu'ils vivent. Et c'est là que vous jouez, en fait, un rôle prépondérant, c'est justement en donnant votre avis, en faisant remonter vos besoins au milieu municipal. Donc, pour vous, non. Ouais, continue. Non plus. Non, on est dans les leviers d'action, Fabien. Ah bah il y a encore un bug alors, excuse-moi. Je vais essayer de résoudre ça. Donc en fait, en termes de levier d'action pour les citoyens, en bref, vous avez plusieurs façons de pouvoir passer à l'action. Notamment déjà vous informer si votre municipalité est une municipalité amie des aînés, prendre connaissance de la politique, prendre connaissance du plan d'action. Est-ce qu'il existe un comité de suivi dans lequel vous pourriez vous impliquer ou un comité de pilotage? Faut savoir que dans la démarche, c'est 2 personnes représentant des personnes aînées, donc soit des citoyens, soit des représentants d'organismes communautaires, sont sur les comités de pilotage de la démarche ou du comité de suivi. Oui, merci. Vous pouvez vous informer sur les initiatives concernant l'habitation qui sont mises en place par votre municipalité. Sur le site web de votre municipalité, vous verrez, il y aura toujours l'information par rapport aux différentes réglementations, par rapport aux mesures qui sont prises par vos municipalités en termes mais que ce soit d'adaptation des logements. Souvent, les municipalités vont offrir des subventions pour ça, ou en tout cas vous référer aux subventions existantes. Et sinon, en termes aussi maintenant de plus en plus, en termes d'habitation intergénérationnelle, il y a des réglementations qui sont changées. Vous pouvez interpeller votre élu, qui est responsable des questions famille et aînés, et qui porte le dossier municipalité amie des aînés. Vous pouvez poser des questions lors de votre conseil municipal et faire remonter vos besoins.
Vous pouvez participer aux consultations publiques et ça, c'est justement un de votre pouvoir, c'est vraiment de pouvoir faire remonter les besoins et donner votre point de vue lors des consultations publiques. Il y a beaucoup de municipalités qui ont plutôt les grandes villes qui ont des plateformes de participation citoyenne et les municipalités, en fait, vont souvent solliciter à travers des sondages, alors souvent en ligne, pour recueillir les besoins et solliciter, en fait, le point de vue des citoyens et des citoyennes. Vous pouvez aussi proposer d'organiser une discussion avec votre élu au sujet de l'habitation avec un organisme local. Vous pouvez aussi vous informer auprès des ressources techniques, comme je vous disais tantôt, des fédérations de coop, de l'Office d'habitation locale aussi. En fait, vous avez plusieurs ressources qui existent. Donc, dès que vous sentez l'envie justement d'un type d'habitation qui vous intéresse plus, qui vous interpelle, vous avez des ressources pour pouvoir davantage vous renseigner. Et enfin, une des plus importantes, c'est vous impliquer dans le mouvement Habitat. Évidemment, ce que vous faites déjà est merveilleux et je vous invite à continuer en fait et à maintenir votre mobilisation parce que c'est tous ensemble qu'on pourra faire bouger les choses et faire remonter justement les enjeux, les besoins aux décideurs. Voilà, donc en Estrie aussi, il y a le projet collectif d'habitation pour aînés en Estrie qui existe et qui c'est plus pour des personnes qui ont envie de monter une OSBL d'habitation ou une coop d'habitation. Et donc là, c'est un organisme qui va pouvoir vous accompagner dans la réalisation de votre projet, voilà, en tant que tel. On passe à la suite, je pense que c'est à toi, Sandrine. Oui. Je vais passer brièvement, un petit peu, vu qu'on est un petit peu short dans le temps. Ici, c'était pour présenter des exemples inspirants d'habitation pour personnes aînées qui existent au Québec. Ici, il y a la Brunante qui est située en Estrie, qui est une coopérative d'habitation qui a été mise sur pied en 2003 afin de... c'était vraiment dans une optique de loger des personnes âgées de 75 ans et plus qui sont autonomes ou en légère perte d'autonomie et de permettre aux personnes âgées de vieillir dans leur communauté, dans leur village. Donc voilà. Et ensuite, il y a le Faubourg Jean-Marie Vianney, qui est une OSBL d'habitation située en Outaouais. Le projet a été fait afin de répondre aux besoins des personnes âgées de 55 ans et plus pour améliorer leurs conditions sociales en offrant des logements abordables à ces résidents. Voilà, on va vous présenter une petite vidéo. Là aussi, la coopérative d'habitation Saint-Louis, située à Gatineau, en Outaouais. Toutes ces informations, ces initiatives-là sont disponibles, les deux premières, sur notre site web Espace Muni, sur le lien qui est présenté juste ici. Puis, la coopérative d'habitation Saint-Louis, il y a un lien YouTube qui est disponible qui fait comme une brève définition plus dynamique de ce que c'est. Et pour que vous voyez vraiment visuellement là, un projet qui a été entamé par un groupe d'aînés. Sarah en a parlé un petit peu plus au début de la rencontre, mais c'est la coop, ça ne s'appelle pas la coop de ma mère, mais c'est une coopérative qui est en Gaspésie. Donc, la réalisatrice Ève Lamont qui a réalisé ce documentaire-là tout récemment. On peut passer la petite vidéo, c'est très, très court, là, juste pour que vous voyez un visuel de ce que ça peut donner. Parti. Moi, honnêtement, si tu me demandes ce que c'est la coop, j'ai l'impression que je me suis trouvé une bonne planque. Les coopératives d'habitation ont été créées parce que les gens voulaient avoir du contrôle sur leur propre loyer. C'est nous l'entité de la coopérative. Les coopératives d'habitation, c'est novateur, ça permet
écouter un peu les besoins des membres puis construire à partir de ça. Moi, avant d'arriver ici, j'étais dans un logis privé et j'étais constamment à la merci de mon propriétaire. L'échange avec les gens qui habitent à la coopérative, qu'on aime beaucoup parce que ça fait partie de notre ancienne vie, si on peut dire. Oh, c'est ton club colombien? Oui, c'était ça. C'est quel comité qui doit s'occuper de la maintenance de notre pancarte de la Coop Saint-Louis? J'imagine que c'est nous. Amène ton bicycle ici, on va soulever les pneus. On n'est pas juste locataire, on est propriétaire. Alors moi, je me sens très, très propriétaire de mon édifice, puis je veux que ça soit attrayant, que ça soit beau. Nettoyer leur terrain, ranger les outils dans la cabane. S'ils ne le font pas, c'est pas ma responsabilité. Ah non, c'est ta responsabilité d'insister qu'il aille le nettoyer. C'est la nature humaine, les coops. Imagine, on a une coop qui fonctionne bien parce que tout le monde finit par mettre du sien, puis ça va bien. Je ne sais pas combien il vous reste de diapos, Sarah et Sandrine, mais C'est fini, en fait. C'était vraiment la vidéo, c'était pour lancer justement la discussion, puis vous demander justement qu'est-ce que vous pensiez des types d'habitations qu'on vous a proposés et justement notamment la coop d'habitation. si vous permettez, Sarah et Sandrine, je ne sais pas si vous avez vu pendant votre présentation, mais il y a beaucoup de questions qui ont émané. J'ai l'impression qu'à ce moment-ci… J'en ai noté beaucoup. Excuse-moi, Fabien? Je les ai notés, si tu as besoin, François, Parfait. je les ai notés. Donc, Moi, j'ai l'impression que ce qui serait vraiment utile à ce moment-ci, parce que je crois que ce que je vous suggère, Sandrine et Sarah, c'est que les questions que vous aviez pour les participants de ce soir, on les fasse parvenir à nos participants, puis qu'ils puissent nous répondre et vous répondre. Je pense que ça va permettre aux gens de digérer un peu l'information, de se référer au PDF de votre présentation qui contient beaucoup d'informations, parce que j'ai l'impression que ce soir, si on lance des questions, il va manquer de temps pour pouvoir bien y répondre. Ça va vous empêcher de collecter l'information qui va nous être utile et vous être utile. Donc, je garderai la vingtaine de minutes qui s'en vient pour, avec l'aide de Fabien, répondre aux questions des gens. Il y en a des très concrètes, il y en a des plus philosophiques, mais je pense que ça vaut la peine de prendre les 20 minutes qui restent, de 20-25 minutes qui restent là, pour répondre à quelques-unes des questions. Ne vous inquiétez pas, chers participants à la maison, s'il y a certaines de ces questions-là qu'on n'a pas eu le temps de répondre, ça nous fera plaisir de trouver une façon, Sarah, Sandrine, Théophile et moi, de revenir vers vous, de vous donner de l'information sur vos questions. Il y en a eu beaucoup. Mais moi, ce qui ressort pour moi, c'est qu'il y a deux choses. Il y a plein de ces modèles-là qu'on ne connaît pas du tout. Hein. D'ailleurs, moi, je n'avais jamais entendu des UHA. Là. Une des premières questions que je vais vous poser, il y a quelqu'un qui pose la question, quelle est la différence entre une maison intergénérationnelle et une UHA? Est-ce que vous le savez? Je peux répondre. Vas-y, Sandrine, bien sûr. Oui, c'est ça. Je l'avais vu la question justement, puis je la trouvais pertinente. Dans le fond, c'est qu'une maison intergénérationnelle, c'est selon les règlements municipaux de la ville, d'une municipalité, il faut vraiment que ce soit 2 générations minimum qui habitent sous le même toit. Et lorsqu'on veut vendre la maison, c'est considéré vraiment comme une maison intergénérationnelle. Donc, elle doit continuer à être toujours dans le même objectif. Puis une UHA, ce n'est pas obligatoirement, d'un point de vue municipal, ce n'est pas obligé d'être intergénérationnel. Ça peut être des amis qui décident de se faire d'ajouter une UHA à sa maison, par exemple. Très bien. Excuse-moi, François, petite information. Je tiens à préciser que tantôt, j'ai dit que je me suis complètement... j'étais dans le jeu, j'ai dit que la coop de ma mère, mais c'était vraiment la coop Saint-Louis qui était celle de Gatineau, c'est la coop de ma mère. Donc, elle n'est pas située en Gaspésie, elle est bien située à Gatineau. Oui, on t'avait corrigé dans le chat, Sandrine. Oui, on t'a bien fait savoir que c'était pas Gaspésie. Non, mais elle avait raison, la personne de ma Merci beaucoup de la précision. Peut-être que je peux faire remonter une des questions sur les UHA, justement.
Il y avait Mila qui demandait est-ce que le modèle Cohabitat était considéré que... Non, c'était pas celle-là, pardon. Les UHA sont-elles permises par les municipalités? C'était Diane Madeleine qui demandait ça. Donc, je Pas, répète, est-ce que les UHA sont-elles permises par les municipalités? pas beaucoup actuellement. C'est vraiment comme un processus, là. Il y a la ville de Sainte-Catherine qui a récemment autorisé. Il y a aussi la ville de Saint-Hilaire qui est en processus d'autoriser les UHA. Donc, ce ne sont vraiment pas toutes les municipalités pour l'instant qui les autorisent, mais justement, on aimerait ça avec ce type d'événement, que les mots se rendent aux municipalités pour qu'il y ait des modifications au niveau des règlements municipaux pour les autoriser, justement. Je ne sais pas si ça Est-ce que tu as répond. une autre question, Fabien? Il y a une autre question qui vient de Louise qui nous demande est-ce qu'il y a une Oui, liste des on avait deux, mais... municipalités amies des aînés? Oui, tout à fait. Vous pouvez la retrouver en fait sur le site du gouvernement du Québec. Je pourrais envoyer le lien à Théophile. En fait, c'est public. Donc, vous pouvez Si on vraiment... peut la publier dans le chat, si c'est pas loin en ce moment de toi, Sarah. Je peux aller vite fait sur... Et j'ajouterai une autre question de Louise qui recoupe aussi le sujet. Est-ce qu'on peut savoir ce que font les municipalités ou arrondissements pour rencontrer les critères de MADA? En gros, quels sont les critères demandés réellement pour pouvoir... En fait, pour être certifié municipalité amie des aînés, il faut remplir certaines prérogatives, comme je vous le disais, qui sont décidées par le secrétariat aux aînés. Et notamment, donc c'est toute une démarche. Donc, il faut avoir une définition de ce qu'est la personne aînée dans la municipalité, dresser un portrait des statistiques, des ressources, des besoins. Donc, il faut consulter aussi les personnes aînées. Puis derrière, il y a toute une démarche d'analyse, de mise en place d'un plan d'action. Il y a un comité de pilotage qui doit être mis en place. Donc, comme je vous ai dit, avec 2 représentants minimalement des personnes aînées, soit citoyens, soit des organismes communautaires. Et puis derrière, lors de la réalisation du plan d'action, il faut aussi un comité de suivi qui comporte aussi 2 représentants des personnes aînées et puis une analyse des résultats pour pouvoir en fait après refaire une demande de mise à jour. Donc, c'est une démarche en tout, la démarche en tant que telle de politique et d'écriture du plan d'action, c'est 24 mois. Et souvent, les plans d'action prennent 3 ans. Donc, en tout, c'est 5 ans, puis c'est renouvelé aux 5 ans. Donc, les municipalités peuvent... merci, Élise, pour Merci, Élise. pour le site Internet. Donc, la liste des municipalités amies des aînés. Donc, comme je disais, la démarche en tout, c'est... Le processus peut durer 5 ans et des municipalités peuvent choisir d'être subventionnées ou pas. Mais en tout cas, pour être certifié, il faut rencontrer les différents livrables et que le secrétariat aux aînés donc, valide que ces livrables ont bien été mis en place. On a une question live de Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, ça va bien? Très bien. Toi-même? Oui, merci. Moi, je suis directrice générale de la table de concertation des aînés de la région 02, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je peux témoigner de comment se vit le déploiement des politiques MADA. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment très, très actif. Et comment les citoyens peuvent vraiment s'impliquer au-delà du comité de pilotage et des comités qui sont formés là, par différents intervenants, c'est qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, toutes les tables de concertation des aînés dans chacune des MRC laissent une très grande place au suivi des politiques MADA. Le sujet est toujours traité dans chacune des rencontres, des tables, autant au niveau des comités de coordination des tables de concertation aînés qu'au niveau des grandes tables. Alors, c'est une habitude qui s'est prise, qui s'est bien installée et qui perdure dans notre région. C'est l'information qui est donnée sur les tables de concertation des aînés. Hey, merci Isabelle, c'est très apprécié ton commentaire. Puis je veux juste souligner que
c'est vrai que dépendamment de qui est à la tête de la table de concertation, mais qui est à la tête de la ville, qui chapeaute, fait avancer, de ce que j'en connais, hein, je ne suis pas un expert là, des municipalités, des politiques et de tous les processus municipalité amis des aînés. Mais moi, ce que je veux souligner, c'est que probablement, là, Isabelle est disparue, là, je la vois encore, moi, en tout petit, mais j'imagine qu'il y a un effort citoyen là-dedans. Moi, ce que j'entends dans votre présentation de ce soir, Sarah et Sandrine, c'est que bien sûr, il y a des options, bien sûr, il y a des politiques, bien sûr, il y a des villes qui ont intérêt à s'inscrire à ces politiques-là, à mettre de l'avant ces politiques-là, mais dépendamment de l'implication citoyenne, dépendamment de la façon dont on fait remonter nos priorités vers les municipalités, c'est sûr que l'attention n'est pas toujours aussi fine, n'est pas toujours, se déploie pas autant, par exemple, que dans la région que tu appelles la région 02, là, comme tu nous en parlais, Isabelle. Donc, moi, ce que j'entends dans votre présentation, Sarah et Sandrine, puis j'invite les gens, on va le faire systématiquement, là, on va vous envoyer la présentation de ce soir en format PDF. Il y avait beaucoup d'informations, puis il y avait un commentaire, question de Louise, encore une fois, qui disait, puis j'arrive à toi, Diane, après, comment est-ce qu'on fait remonter nos aspirations, nos désirs, nos besoins vers les municipalités? Bien, c'est simple, Sarah vous en a parlé, il y avait les 10 petites bulles, là. Il y a plein de façons pour vous d'entrer en contact avec vos gouvernements municipaux, puis d'entrer en contact avec ceux qui sont aptes à porter ces politiques-là, puis ces avancées-là qui se font sur plusieurs années. Donc, je pense qu'il y a un appel de part et d'autre, autant des gouvernements, autant des municipalités, mais ce que j'entends de ton appel, particulièrement parce que c'est toi qui l'as présenté, là, Sarah, c'est que les citoyens doivent prendre le téléphone, doivent prendre leur clavier, doivent trouver des façons, puis ça s'inscrit tout à fait dans le mouvement Habitat, bien sûr, qui croit que d'abord et avant tout, si des citoyens se mettent ensemble pour réclamer des choses, mais pour créer des solutions, ça peut faire avancer les choses pas mal rapidement. Puis là, je le dis pour Théophile Bégin, mais je le dis aussi pour tout le monde, nous, on a vraiment intérêt à entrer en contact avec ceux qui portent des politiques MADA dans les différentes régions, parce qu'on s'inscrit carrément dans l'esprit d'une municipalité amie des aînés où les citoyens ont leur mot à dire et créent des solutions, là. Bonsoir, Diane de la Naudière, comment allez-vous? Votre micro, Madame Diane. Oui, je viens d'activer mon micro. Donc, je suis une victime MADA. C'est-à-dire? Je suis partie de la grande ville de Montréal pour venir m'installer dans mon petit village de Saint-Esprit en plein confinement, début de confinement. Et moi qui avais toujours eu des interactions sociales, je me suis tout de suite questionnée comment je peux être un plus dans ma communauté, que toutes les portes sont fermées, que je ne vois pas un chat, puis tout ça, chacun chez soi. Et à force de lire un peu, de me documenter, on était à l'étape ici à Saint-Esprit à faire le questionnement de c'est quoi les besoins des aînés. Donc, j'ai donné mon nom tout simplement. C'était organisé par la MRC de Montcalm, qui est celle qui regroupe les villages autour ici, en campagne, là, vraiment campagne. Donc, j'ai participé au questionnement. J'ai pris le téléphone, j'en ai appelé quelques-uns avec le bottin de mon village. Regarde, il y a un petit bottin ici, ça existe encore. J'en ai appelé quelques-uns. J'ai même été cognée à des portes. Bref, j'ai acheminé ça à la centrale. Je suis entrée sur le comité. Mais toutes ces démarches-là pour vous dire que maintenant, la politique, elle vient d'être adoptée au village. Wow. Évidemment que la MRC m'a demandé d'être la personne sur le comité représentant les citoyens. On est à la recherche d'une deuxième personne. Donc, on est dans le processus. Mais ce que je peux vous assurer, c'est moi, ce que j'ai rencontré ici, dans ma municipalité et dans la MRC, c'est tellement une volonté de la part de nos dirigeants là, d'aller vers la personne aînée. Ils sont conscients de la richesse qu'on représente. Ça fait du bien de savoir ça. Donc, en fait, mon message est impliquons-nous. Allons voir, allons questionner autour de nous. Moi, je prends des marches, je parle avec le monde dans le village. Qu'est-ce que tu voudrais pour ton futur? Comment tu penserais d'améliorer ça? Aussi simpliste que d'avoir des bancs pour s'asseoir au bout de notre marche. Oh, les fameux bancs de Diane! Ouais, les bancs de Diane! J'y tiens, ils ne sont pas arrivés encore, mais regarde, je pense que je vais faire un party quand ils vont les installer. Continue de les demander, Diane.
Diane, le temps file, donc je dois malheureusement t'interrompre, mais je veux juste souligner ton engagement. Diane est une victime de la MADA, mais elle est aussi un membre de l'Interforum La Naudière. C'est elle qui anime les soirées de l'Interforum La Naudière. Donc, pour nous, Diane, puis il y a plein d'autres personnes là, qui sont dans la salle ce soir virtuelle avec nous, qui sont des exemples de ces citoyens qui se mobilisent, qui, à leur façon puis à leur capacité, mettent de l'avant des actions qui peuvent vraiment faire changer les choses. Fait que merci beaucoup de ton témoignage, Diane. Il est 7h15, il nous reste 5 minutes. Lise, j'ai vu que tu as levé la main. Je vais revenir à toi après 2 dernières questions sur les cohabitats, puis ensuite, je te reviens, Lise, OK, avant qu'on termine la soirée. Ne vous en faites pas. S'il y a des questions, s'il y a des commentaires auxquels on n'a pas répondu, comme je l'ai dit, on va se faire un plaisir d'aller visiter le chat. Avec Sarah, Sandrine, Théophile et moi, on va regarder ça. Puis s'il y a des choses qu'on peut vous envoyer qui répondent plus spécifiquement à vos questions, c'est dans notre mission, c'est dans notre mandat de le faire. Donc, inquiétez-vous pas, là, vous ne serez pas insatisfait pendant encore très, très longtemps. C'est quoi les 2 questions, Fabien, sur le format Cohabitat? Donc, les 2 questions sur le modèle Cohabitat. Il y en a une de Mila qui demande: le modèle Cohabitat est-il considéré comme un modèle de logement abordable? Puis la deuxième question de Hélène qui nous dit « Je constate qu'il n'y a pas d'idée pour les gens seuls, sans enfants, peu d'argent, en santé ou légère perte d'autonomie. Cohabitat est très intéressant, mais celui de Québec est inabordable. Avez-vous d'autres idées qui sont en discussion? Avez-vous pensé aux mini-maisons ?» Puis il y a une autre question qui est revenue aussi sur les âgés qui sont rendus non autonomes. Il ne leur reste que des CHSLD pour vivre. Donc ça navigue autour de ces 2 questions de perte d'autonomie et d'abordabilité du cohabitat, du modèle Qui cohabitat. veut répondre, Sarah ou Sandrine? Oui, je peux répondre pour le cohabitat. Bon, OK. Première question, c'était cohabitat, est-ce que c'est... Est-ce que c'est abordable? Ben là, il y en a un qui disait le Québec, à Québec, inabordable. Ouais. Ben, c'est que selon la définition, ça s'inscrit dans une optique d'abordabilité des logements. Sauf que moi, j'avais vu la liste des prix de Québec. Je peux vous envoyer, si jamais c'est accessible publiquement sur le site Cohabitat Québec. Je vais essayer de trouver le lien pour l'envoyer à François puis à Théophile. Mais c'est vraiment basé selon les régions, l'abordabilité selon la région. Donc, c'est sûr que peut-être que pour quelqu'un qui vient d'un autre endroit, que les prix, ce n'est pas nécessairement ça, l'abordabilité. Je ne peux pas me prononcer exactement là-dessus, mais je sais que c'est dans une optique d'abordabilité. Ensuite, il y avait pour les personnes seules, célibataires. Moins de moyens, tout ça, qui n'ont pas d'enfants. Oui, c'est ça. Ben là, c'est sûr que c'est peut-être que le cohabitat, ça serait plus quelque chose d'intéressant parce que c'est vraiment pour tout le monde. Là. Moi, j'ai assisté à des conférences sur le projet Village urbain, justement, qui va se déployer à la Chine. Et on disait qu'on recherchait vraiment tout type de famille, là, pas juste des aînés, pas juste des familles, pas juste des couples. Donc, il y a ça. Puis aussi, ben, c'est sûr que si on regarde l'habitation intergénérationnelle, les UHA, on peut faire vraiment ce qu'on veut un peu avec ça. Peut-être moins intergénérationnel parce que c'est 2 générations, mais on peut faire en sorte que le logement soit accessible de façon aux personnes à mobilité réduite. Donc, peut-être perte d'autonomie selon la possibilité de maintien à domicile, ça peut être à voir avec les maisons intergénérationnelles. Puis, mais c'est sûr qu'on s'inscrit plus dans une démarche de maintien à domicile, effectivement. Puis pour ce qui est des CHSLD, ce que je peux vous dire, c'est que bien sûr, quand on a besoin de plus que 3h30, 4 heures de soins par jour, en ce moment, à moins qu'on soit très fortuné puis qu'on puisse s'offrir ces services-là à la maison avec des infirmiers, surtout des infirmières, j'imagine, la seule solution de première ligne ou quand on ne peut plus du tout subvenir à aucun ou à peu près aucun de ses besoins, en ce moment, en tout cas au Québec, c'est vraiment la seule ressource, effectivement. D'une certaine façon, c'est une bonne chose parce que la plupart d'entre eux sont régis par des politiques et des règlements. Il y a quand même des débordements. C'est drôle, hier soir, je tombais sur une capsule de Infoman, que vous connaissez peut-être, qui faisait une vidéo pendant la pandémie où il disait que c'est depuis 1994, en fait, qu'on dit qu'il y a des problèmes dans les CHSLD et qu'en fait,
y a pas grand, il y a pas grands aspects de ces problèmes qui ont été réglés. Encore là, ma réponse restera toujours la même. C'est vraiment en renversant la pyramide, en faisant en sorte qu'on s'adresse au niveau de gouvernements qui sont les plus proches de nous, de parler à ceux qui sont autour de nous, de parler à ceux qui sont en lien. Ah, cette affirmation est fausse, il y a des alternatives, mais on n'en parle pas. Ah, ben là, Marie-Lise, là, moi, je suis toujours prêt à apprendre des affaires. Donc, si vous me dites que si vous me dites qu'il y a d'autres choses puis que vous pouvez m'en apprendre, je suis absolument partant. Soyez en contact avec nous. Peut-être même que vous pouvez. Est-ce qu'on peut vous entendre, Marie-Lise? Oui, Je te reviens, écoutez, Lise. oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Parfait, excusez, je viens d'échapper mon téléphone. Écoutez, j'entends plein de choses ce soir qui sont évidemment très importantes. Moi, je suis vraiment à l'expertise du maintien à domicile. Je suis une personne en situation de handicap et on ajoute à ça le vieillissement et je suis très impliquée dans les coopératives depuis 17 ans. Donc, je connais vraiment le dossier. Et là, présentement, je suis impliquée dans une coopérative qui va effectivement faire un travail au niveau de terrain concernant le maintien à domicile et ce que les gouvernements octroient présentement pour les personnes qui ont besoin. Et moi, je peux vous dire que j'ai 2 cas présentement. Là, je ne vais pas nommer les noms parce qu'on est en processus dans ce mouvement-là. Et ces personnes-là ont obtenu 136 heures de service semaine avec les employés, le chèque emploi-service. Donc, et ça, si ça a été fait justement. Oui, c'est sérieux, là. Non, et mais là, présentement, on cache ces informations-là parce qu'on ne veut pas que le gouvernement soit envahi par ça, mais c'est faux. Le 45 heures par semaine qu'on dit qu'il est obligatoire, puis après ça, on tombe en CHSLD, c'est complètement faux. Mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que c'est un dossier qui est complexe. Puis effectivement, moi, je vous invite, François, à m'appeler. J'ai déjà communiqué avec Théophile, j'ai déjà envoyé des contacts pour le coop de ma mère. Je ne sais pas où ça s'en va, je n'ai jamais de suivi, moi. Mais qu'importe, moi, je serais vraiment partante à vous informer là-dessus d'une façon plus succincte parce que je suis un petit peu tannée d'entendre ça, moi. Bien, moi, ce que je peux vous dire, Marie-Lise, c'est qu'on est très content que vous vous manifestiez puis que vous nous parlez. Puis là, je vais quand même me positionner dans mon affirmation. Parce que vous, l'affirmation que vous faites, puis on pourra très, très facilement en parler, vous et moi ensemble. Bien sûr, quand on parle de est-ce que les CHSLD, c'est la seule solution, on parle bien sûr d'un bâti, d'une institution. Et vous, si je comprends bien ce que vous proposez, Marie-Lise, c'est de renverser encore là l'équation, puis de garder la personne dans son milieu et d'ajouter plusieurs heures de maintien de service à domicile pour pouvoir la maintenir dans son domicile. Je comprends peut-être que le gouvernement ne veuille pas ébruiter ça dans la mesure où, bien sûr… Désolée, là, mais moi, j'entends trop de choses là-dessus qui sont dérangeantes et puis je ne veux pas renverser le système, loin de moi, je ne suis pas une révolutionnaire. Simplement vous dire que dans le système, il existe des alternatives. Le parcours est compliqué, il faut savoir comment faire, mais le CHSLD n'est pas la seule alternative pour le maintien à domicile. Ceci étant dit, oui, il faut pousser vraiment sur cette option-là parce que présentement, c'est ce qui coûterait le moins cher. Mais on ne fera pas un débat, mais moi, je vous invite à m'appeler. Je vais vraiment pouvoir vous donner des informations. Bon. Oui, effectivement, ça va nous faire plaisir de vous parler. C'est très, très important qu'on soit en contact. Je sens qu'il y a une urgence aussi dans votre passion puis dans votre énergie face à ces choses-là. Donc, ça nous fera plaisir de vous impliquer. Puis, sachez qu'on est une équipe de 4 personnes à 1 et 1 fonds 1000. C'est possible qu'on ne vous ait pas répondu. Ça va nous faire plaisir cependant de le faire. Donc, soyez en contact avec Théophile et moi, puis on trouvera un moment pour pouvoir en parler avec plaisir. Moi, j'attends juste que Théophile me rappelle parce qu'il y a déjà eu des envois là-dessus. Ceci étant dit, c'est pas juste la passion. C'est une qualité que je connais depuis 40 ans. Donc, je vous laisse aller là-dessus. Puis, c'est des débats qu'il faut faire, passionnés ou non. Moi, je pense que c'est de toute façon très, très émotif, ces choses-là, parce que présentement, les gens sont vraiment en détresse dans leur logement ou sont placés dans des endroits. On le vit avec la COVID, là, on ne fera pas de dessin, mais il y a aussi des personnes en bas de 40 ans ou à peu près de ces âges-là qui sont trouvées dans ces unités-là de CHSLD, de RPA aussi, il faut les nommer, à grand prix. Et tout ça, là, on va se le dire, c'est du gros gaspillage de fonds avec une désinformation complètement organisée. Bien, votre message est entendu. Vous voyez que le temps file. Je ne veux pas vous couper la parole, mais j'aimerais cependant que vous ne blâmiez pas en plein public mon employé de ne pas vous avoir répondu. On fait tout ce qu'on peut pour pouvoir répondre aux gens et ça va nous faire un grand plaisir de le faire, Marie-Lise, quand le temps va nous le permettre.
c'est le temps de conclure. C'est dans ma liste de tâches pour demain. Là. Il y a 70 personnes aussi qui m'écrivent là, par jour. Donc, je pense qu'on peut sortir de ce match. On a compris le message. C'est très important qu'il soit entendu. Je vois aussi qu'il y a des gens dans le chat qui applaudissent votre intervention ce soir. Donc, sachez qu'on vous a entendu puis qu'on va revenir vers vous. Moi, j'aimerais ça entendre Lise, qui fait partie de notre comité citoyenne. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à tout ça? Parce que nous, on a quand même des messages qu'on veut lancer en finissant. Vas-y, Lise. En fait, je ne vais pas prendre trop de temps, c'est parce que je veux parler des collègues de Sarah et d'Espace Muni. C'est que moi, je suis accompagnatrice à Espace Muni pour les politiques amies des aînés. Et j'accompagne des municipalités ou des MRC qui veulent justement soit renouveler leur politique ou mettre en place une première politique. Et c'est un travail totalement agréable et ressourçant. Puis je pense que faut s'informer auprès de nos municipalités puis de nos MRC si on a une politique et sinon, comment on peut la mettre en place. Donc, faire des pressions auprès des municipalités pour qu'ils puissent s'inscrire. Et parce qu'on donne une petite subvention pour pouvoir la mettre en place. Des municipalités peuvent engager un chargé de projet avec cet argent-là. Puis nous, Espace Muni, c'est que bénévolement, on accompagne la chargée de projet et à la mise en place puis à toutes les étapes de la démarche. Puis c'est vraiment un travail très, très, très agréable et gratifiant. Alors, j'écoutais tantôt Diane en parler elle-même de cette mise en place-là sur son territoire. Puis, bien, c'est ça. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il s'agit de vous informer auprès de votre communauté. Merci, Lise. Comme je le disais, Lise, c'est une des personnes qui nous suit depuis très longtemps. Donc, on est très content que tu sois parmi nous ce soir, Lise. On est d'ailleurs très content de toutes vos interventions, de toutes vos questions ce soir. En finissant, avant de céder la parole à Théophile, je veux vous remercier, Sarah et Sandrine. Comme j'ai dit à tout le monde… Je vais juste me permettre aussi, François. Oui. Excuse-moi, je vais juste me permettre parce qu'on l'a coupé, mais je vais ajouter pendant que tu parles la diapo avec le contact de Sarah qui était à la toute fin, en fait. Donc, pendant que tu veux appuyer, parfait. je vais m'ajouter Donc, ça. je veux vous remercier, Sarah et Sandrine, de votre présentation ce soir. On se rend compte que vous avez ouvert vraiment beaucoup de portes pour des discussions ultérieures. Peut-être même que ce sera possible de revenir vers vous pour traiter de certains aspects. Moi, personnellement, j'aurais envie de parler de l'action citoyenne envers les municipalités pour activer les processus MADA, pour vraiment cogner aux portes de la conscience de ceux qui nous représentent à des niveaux municipaux. Donc, je pense qu'en distribuant le PDF de ce soir, puis en communiquant directement avec nous à 1 et 1 Fonds 1000 ou avec Sandrine, Habitation à Espace Muni, comme vous le voyez sur la fiche qui est devant vous, on va être capable de répondre à toutes vos questions. Puis je suis conscient que quand on ouvre des sujets comme ça, c'est pas facile d'avoir toutes les réponses, puis on n'a pas le temps non plus de parler à tout le monde tout le temps, d'avoir tous les points de vue, mais c'est vraiment notre objectif d'être le plus inclusif possible. Donc, sachez que c'est à votre… C'est vraiment, on veut se mettre au service de toutes les idées qui peuvent circuler. On a un processus qui s'appelle le processus des interforums. On est une toute petite équipe qui est en train de faire un projet qui va se dérouler sur plusieurs années. Donc, merci de votre présence ce soir. Et il nous laisse 3 minutes, Théophile, pour présenter les actions concrètes qu'on pourrait poser ce soir suite à la rencontre. Donc, si tu veux mettre le panneau, Fabien, comme ça pourra permettre aux gens de passer à l'action. Oui, d'abord, je vais me présenter parce que François a dit Théophile à plusieurs reprises. Il y a certaines personnes pour qui c'est la première rencontre et qui ne me connaissent pas. Je m'appelle donc Théophile Bégin, je suis chef de projet pour le mouvement Habitat. Je travaille avec François depuis maintenant 8 mois. Le temps passe. Et donc, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à la présentation de ce soir, vous avez mon adresse courriel qui est juste ici à l'écran. C'est mon nom, théophile@1et1fonds1000.com. N'hésitez jamais à m'écrire. Je m'efforce de répondre aux messages le plus rapidement que je peux. Sinon, les prochaines étapes, qu'est-ce qui arrive? François vous le disait. On a une autre rencontre de prévue le 14 avril, donc ce jeudi à la même heure à 18h. Et on a fait référence en début de rencontre aux interforums
Si vous aimeriez en apprendre davantage sur les interforums et donc entendre aussi les gens qui s'impliquent au sein du mouvement Habitat, c'est l'occasion de le faire. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse qui est inscrite au bas de l'écran. Je vais aussi les partager dans le chat là, une fois que j'aurai fini de parler. Comme ça, vous pourrez simplement cliquer sur le lien. On vous invite aussi à répondre à un court questionnaire qu'on appelle le questionnaire Habitat, qui vous pose des questions sur votre rapport au vieillissement. Les réponses que nous, on a de ce questionnaire-là nous sont très, très utiles dans la conception de nos activités. Et finalement, la dernière chose qu'on vous demande de faire, si le cœur vous en dit, c'est de rejoindre notre groupe Facebook à l'adresse que vous retrouvez aussi en haut de l'écran qui est devant vous. J'espère vraiment pouvoir vous revoir le 14. Je vais parler d'où on est rendu un petit peu plus. Vous aurez la chance d'en apprendre plus sur le mouvement Habitat. Je pense que ça va être une soirée riche et qui va mettre un visage aussi différent sur nos différentes activités. Souvent, dans le cadre des événements publics, bon, c'est François et moi ou nos partenaires qui parlons. Là, vous allez vraiment avoir une occasion de rencontrer les gens qui s'impliquent au sein du mouvement. Puis je pense que ça va être une soirée très, très riche et émouvante. Moi, ça m'émeut tout le temps de voir à quel point les gens ont un besoin, un désir d'implication au sein du mouvement Habitat. Et voilà. Alors, j'étais content de vous rencontrer ce soir et j'espère pouvoir vous voir le 14. Merci de t'être présenté, Théophile. J'ai pris pour acquis que tout le monde te connaissait, mais ce n'est pas le cas, bien sûr. Pendant que tu parlais, Fabien a mis toutes les adresses pour rejoindre le groupe Facebook du Mouvement Habitat, pour répondre aux questionnaires aussi qu'on a mis en place à la page Je m'implique du site Web. Donc, toutes les informations sont là dans le chat pour vous. Merci de votre participation ce soir, encore une fois. On espère vous voir jeudi prochain qui vient, toujours à 18 h pour la présentation du 14 avril. Et puis, si vous en avez envie, vous ouvrez vos micros et puis on peut se dire bonsoir. J'aimerais que les gens, Sandrine, Sarah, les gens de l'organisation ce soir restent un petit peu juste pour un petit débrief de quelques minutes. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye bye. Bonsoir. Ils sont à l'heure, hein? On essaie d'être à l'heure, effectivement. OK. Bye bye. Bye bye.